Bonjour. Merci à tous d'être venus avec nous partager ce moment. Ça vous fait quoi, André, d'avoir votre livre sur la table? Je ne suis pas un écrivain, moi. Justement. Bah, c'est bien parce que c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a un début à tout. Hein, c'est-à-dire que dans la vie, il n'est jamais trop tard et il y a un début à tout. Alors, ce livre, il raconte un périple, une course assez folle. Oui, c'est pas comme les Pour autres. le commun des Bien mortels, sûr. la libraire qui passe son temps au milieu des livres, c'est quelque chose qui Il y en a qui semble courent, tout à fait fou. qui traversent des continents en courant, c'est des choses différentes. Comment est-ce que cette idée, elle vous est venue? En fait, cette idée, au début, elle était venue que c'est avec un ami à moi, justement, très bon ami, même un frère, je dirais même, un frère de cœur. On a fait une tournée de fitness, avant ça s'appelait Belly Beast. On a fait toutes les côtes atlantiques, bon, la côte atlantique française, parce qu'on fait des bootcamps, comme il y en a ici qui savent ce qu'on fait avec les bootcamps, ou des cours de fitness en plein air qu'on ferait à des enfants, des petits, donc on a fait toute la côte atlantique. Après on allait sur toute la côte espagnole, et après on est arrivé au détroit de Gibraltar. Et quand on est arrivé au détroit de Gibraltar, c'est par mon temps. Vous connaissez le détroit de Gibraltar? Et quand vous êtes allé sur le rocher, vous allez sur le rocher par beau temps, vous voyez les montagnes du Rif, vous voyez les mares de l'autre côté. Et je me suis dit, ah, on va faire quelque chose là. Et après, au début, on voulait juste aller jusque-là, mais je me suis dit, bah, de toute façon, si on est déjà au détroit de Gibraltar, au rocher, autant traverser le détroit et courir, on va dire, 250 km. C'est pas beaucoup en Afrique, mais au moins, voilà, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, votre projet, c'était au travers d'une course, de rallier en fait les deux continents. C'est ça. Vous avez couru entre Cherbourg et Rabat. Cherbourg et Rabat, c'est ça. 3 mois, 3 mois et 13 jours. 3 mois et 13 jours, voilà. Je savais qu'il n'y avait que des 3 mois et 13 jours. On est le 30 mars. Et aujourd'hui, c'est le dernier 3. Voilà, tout à fait. On est dans l'alignement des planètes, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, cette course, vous l'avez envisagée comme un hommage à votre père et aussi aux migrants qui sont venus. C'est ça, parce qu'en fait la chose c'est que justement, comme je viens de dire, c'était pour rendre hommage à mon père et beaucoup de gens qui sont venus d'Afrique subsaharienne, mais c'est pas pour c'était vraiment une migration sur du terme pour tout le monde, parce que la migration ça existait depuis la nuit des temps, comme à l'époque d'Astérix et Obélix, on peut dire. Ah, mais même avant, ouais. Même avant, et même en France par exemple, quand j'ai couru, un exemple, j'étais dans les Landes, il y avait un monsieur qui venait de la région de la Loire, de Saint-Étienne, il disait ouais, on a déménagé dans les Landes, c'est pour dire que bien sûr. Pas de bouger d'un endroit à un autre, c'est une migration. Exactement, c'est ça. Elles peuvent être courtes ou elles peuvent être grandes. C'est ça. Et donc vous avez voulu rendre hommage à votre père. Alors, qui êtes-vous? D'abord, parce que moi je n'ose même pas imaginer courir aussi loin, aussi longtemps. Il y a certains parmi nous qui sont des marathoniens, mais voilà, quel est votre parcours avant d'entamer cette course? Vous êtes un sportif déjà? C'est ça, c'est-à-dire que je suis coach sportif international, donc j'ai habité dizaine d'années en Amérique du Nord, donc au Canada, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai toujours aimé le sport. Avant ça aussi, par rapport à mon papa, c'est-à-dire que mon père il était hémiplégique et je voulais avancer. Même mon père, c'était un grand footballeur, personne ne le sait, mais mon père l'a fait jouer pour l'OM en 1970 à Paris, il a joué pour des équipes nationales en Afrique. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose avec le sport. Au début, en tant que coach sportif, je me suis dit, ouais, pour moi, c'est un sous-métier, tu fais 1, 2, 3, excusez-moi, mais... Après, je me suis rendu compte que non, pas du tout, qu'il y a beaucoup d'études qu'il faut faire ça. Il faut étudier l'anatomie, la physiologie. Et j'ai étudié ça quand j'étais... C'est ça, la diététique. Donc j'étais au Manchester College au Royaume-Uni. Et voilà, qu'on m'appelait même... mais vous en rendez compte que l'anglais, c'était pas ma langue maternelle. Et puis j'ai réussi à avoir des bonnes notes. J'étais un des premiers de ma promotion là-bas. Et après, ça, c'était après les États-Unis, quand j'étais revenu en Angleterre, allé en Angleterre. Après, je suis parti travailler en Suisse. Après, on a travaillé sur un projet de DVD qui a pas marché. Vous savez quoi, c'est comme ça la vie. Des fois, il y a des choses qui marchent pas.
C'est soit vous allez rester au sol, non, mais, ou soit vous, non mais il faut dire les choses, c'est vrai, ou soit vous vous levez et un coup de pied derrière et puis on se lève et puis voilà, et c'est ce qu'on a fait. Après donc j'ai travaillé au Koweït au Moyen-Orient, j'étais coach sportif à domicile. C'est une expérience assez étonnante, c'était bien. Après ça, je suis revenu là, on a créé l'association maintenant qui s'appelait ATC Workart, avec mon associé Christopher Cameletti, et après je me suis dit, je suis parti travailler sur des bateaux de croisière. D'accord, donc avec tout seul ou avec Christopher aussi? Tout seul. D'accord, tout seul. En fait, j'en profitais de ce boulot-là parce que le bateau il allait partout, j'étais dans les Caraïbes, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle-Zélande, des choses comme ça, et pendant justement que le bateau il a accosté, moi j'en profitais pour aller avec mon ancienne bannière ATC Workart, faire des entraînements. On est même allé faire du travail humanitaire à Fidji. D'accord. Pacifique Sud à Fidji, et j'étais habillé avec des jupes et tout. Des petits trucs en raffia. Mais c'est ça, donc... Et puis après, je suis revenu en France, et puis comme on a continué les bootcamps, comme il y en a beaucoup qui se viennent ici des bootcamps, hein Ernest? Donc, c'est quoi un bootcamp? Un bootcamp, c'est quoi un bootcamp, Ernest? Tu veux parler? Hein? Il est timide, c'est pas grave. Un bootcamp, c'est un parcours on peut dire un cours de fitness. Un cours de fitness. Il y a aussi. Mais pas en salle alors? Non, à l'extérieur. Sur les plages, avec des roues. On mettait aussi des filets militaires et aussi des conseils nutritionnels, donc des smoothies. Et puis en même temps, j'en profite justement pour faire du sport, mais je donne aussi des petits conseils nutritionnels que les gens peuvent appliquer dans leur vie de tous les jours. Donc en fait, vous avez développé cette activité-là un petit peu partout à travers le monde via ces bateaux de croisière. C'est ça, exact. J'en ai profité en fait. Je me suis dit, de toute façon, quand j'étais sur les bateaux de croisière, parce que ça n'a pas été facile. Je veux dire que d'abord, sur les bateaux de croisière, on croit que les gens qui voyagent... parce que quand vous êtes sur le bateau de croisière, il ne faut pas oublier, hein, vous n'êtes pas, celui qui va en croisière, vous êtes celui qui travaille pour les gens qui vont en croisière. Donc c'est bien deux choses différentes. Et, mais je me plains pas, hein, c'est pas du tout ça, c'est que ça m'a servi, ça m'apprend à travailler sous pression, et je faisais des séminaires devant des cinquantaines de personnes. Donc je venais là parce que vraiment au début j'étais un peu timide, et vous avez un sujet que vous devez apprendre, et vous êtes là, vous posez des questions, des fois vous avez des blancs et tout. Alors, ça c'est juste horrible. Mais, on n'a pas toujours les réponses à tout. Mais bon voilà, ça se travaille, et puis après les choses arrivent. Et donc vous voilà revenu en France, oui. Et vous décidez de créer cette course. C'est ça. Donc on a créé cette course la migrante, donc course humaniste et solidaire de 3000 km de Cherbourg à Rabat. Ouais. Et vu qu'aussi avec mon associé Christopher Cameletti, c'est son grand-père, il était avec son papa, il venait du Madagascar. D'accord. Donc on est tous les deux issus de l'immigration, issus métissés, et donc on s'est dit viens, on fait comme ça. D'accord. C'est pour ça que l'idée est venue. Mais là, vous retrouvez tout seul à courir. C'est ça. Donc ce qui se passait, moi j'ai couru tout seul de A à Z, et Christopher il gérait tout ce qui était la logistique avec notre attaché de presse. Donc, et c'est-à-dire que tout au long de la course, il y a des associations qui sont jointes à nous. Ah, oui. Il y a des associations, il y avait des particuliers. Ah, je vais faire un peu de kilomètres avec toi, même en vélo des fois. Même en vélo, parce qu'en fait, donc, vous êtes parti de Cherbourg, et d'étape en étape, vous réalisiez un marathon par jour. C'est ça, une moyenne de... À peu près une trentaine de kilomètres par jour. 30-35 on va dire. Le plus bas c'était 12, vraiment c'était avec une fois, 12. Et le plus haut, il avait crevé les chaussures. Et le plus haut c'était 72. Voilà. Donc entre 12 et 72, voilà, ça fait des belles courses. C'est ça. Donc vous avez traversé la France, les Pyrénées, passé également donc la frontière et descendu toute la côte. Mentalement, parce que pour courir, certes, il faut des jambes, mais il faut surtout une tête, je pense. C'est que le mental à 99,999%, parce que c'est que des fois, j'avais des tendons littéralement, j'ai vu mes tendons d'Achille qui étaient enflés. Et
physiquement, c'était impossible. Courir après, les tendons d'Achille, ils allaient lâcher. Ils étaient à deux doigts de... Et voilà, je regarde, je fais, ah, ok, on va mettre de la glace. Et si j'ai pas laissé ça me... Vous handicapé. Sinon c'est perdu d'avance. C'est ça. C'est pour ça que je suis conditionné et c'est reparti. Ah, ils ont des enfants. Ah, c'est reparti. C'est reparti. Alors, comment est-ce qu'on se prépare mentalement pour comment on se construit je sais pas, moi j'avoue que... Bah, mentalement, c'est-à-dire qu'après, je parle beaucoup parce que j'ai beaucoup étudié des conférenciers américains et autres, même que je faisais, en anglais c'est Law of Attraction, donc c'est la loi de l'attraction, et ça marche vraiment. Alors, vous voulez nous la développer? Bien sûr, si on peut en parler un peu, tout simplement un petit conseil. Moi, ce que je faisais, c'est que moi, pendant cette course-là, toute la préparation avant de commencer avant de Cherbourg, je visualisais en fait Rabat. Dans ma tête, c'est comme si je vous voyais maintenant, c'est comme si je vous voyais à l'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai arrivé à y aller. À chaque soir et tout, je répétais certaines incantations et tout, toujours. Et aussi, à la fois, aussi, je parlais beaucoup de l'humilité. L'humilité, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que quand vous croyez que vous courez et que oui, je suis entraîné marathonien et que vous faites la mécanique, non, la vie va bien vous montrer que vous ne contrôlez rien du tout. Et même quand je courais, je me disais je ne contrôle rien, j'avance juste. Donc, alors là, ce que vous dites, moi je m'imaginais, vous me dites que vous aviez Rabat en unique point de cible, que tous les jours c'était à Rabat que vous pensiez. Moi je pensais qu'on se disait aujourd'hui je dois aller courir jusqu'à Barneville-Carteret. Pardon, non, voilà, je vais me reprendre par rapport à ça, Rabat c'était l'objectif c'était le grand objectif final. Et l'objectif à court terme, à moyen terme, c'était la fin de l'étape. Ouais, voilà, on ne court que pour aujourd'hui. Jusqu'au point où on s'est dit un jour après l'autre. À chaque jour suffit sa peine. Oui, d'accord. Donc à chaque fois c'était je cours pour aujourd'hui, voilà. Et alors tout au long de votre livre, nous on voit toutes les rencontres que vous faites. Alors, il y en a eu beaucoup. Elles sont importantes ces rencontres quand on est tout seul? Bien sûr, parce que même je commençais des fois à parler tout seul. Je me parlais tout seul. Quand on court, physiologiquement, on émet des hormones, des choses. Ça vous montait un peu à la tête peut-être alors? Si, des fois j'étais en transe, j'étais en transcendance, c'est ça? Oui, transcendé, oui. Et j'étais ailleurs. Des fois j'ai cru que mon corps il était. Après voilà, il faut être ouvert d'esprit, chacun fait comme il veut, mais je voyais que c'est mon esprit, je ne pas que je me voyais d'en haut, mais je sentais comment... comme si vous étiez dissociés. Comme si le subconscient c'était la motrice, comme la motrice d'un train ou d'un TGV ou d'un réacteur, enfin une centrale atomique, c'est le réacteur qui génère. Et je me répétais beaucoup de choses comme ça et je chantais beaucoup de frissons, des trucs, et là c'est comme si c'était une espèce de moteur à injection qu'on injecte et vous partiez et des fois je m'étais à crier, mais pas crier de colère, mais crier de joie, ça m'arrive aussi de crier de colère. Mais oui. Oui, parce qu'on... Donc en fait, oui, comme si votre esprit s'était un peu détaché, que vous étiez juste une machine, alors il y a des fois on se sent qu'une machine mais des fois, tellement je courais, que même quand je marchais, parce qu'en fait des fois quand j'arrivais à la fin de l'étape, et vous couriez de panneau à panneau. C'est ça, on peut dire. Après, des fois, je courais un peu, par exemple, des grandes villes comme Bordeaux. Moi, je me suis arrêté à Bordeaux, mais au Cygne même. Mais après, j'ai couru jusqu'au Place des Miroirs. Mais donc, pour en revenir aux rencontres que vous avez fait, vous disiez parfois, il y avait des gens qui venaient courir avec vous, ou qui vous accompagnaient, voilà. Toutes ces rencontres, elles ne sont que fortuites. Ce sont des gens qui sont là quand vous l'êtes aussi. Vous n'avez pas programmé de rencontrer des associations, de rencontrer... Comment ça se passait, votre communication, alors? C'était surtout beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Et merci à tous ceux qui sont là, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont communiqué sur... qui ont repartagé des posts et tout. C'est ça qui m'a fait... Ok, moi je connais mon frère qui habite à Bordeaux, je connais mon frère qui habite à... Mon cousin qui habite à Foix, même un jour qui m'est carrément avec quelque chose, c'est que j'étais arrivé à la ville de Foix, et en fait, quelqu'un qui était là-bas à Foix... Donc c'est tout dans le sud de... Foix, c'est en Ariège, c'est dans les Pyrénées ariégeoises.
Et je suis arrivé là-bas et carrément, il y avait quelqu'un là-bas, le monsieur, son petit frère, il était marié avec la sœur d'une amie qui habite dans le même quartier où je suis allé. Donc c'est pour vous dire que... D'accord. Voilà. Les rencontres, voilà. Voilà, connecté. Et donc tous ces gens, en fait, vous ont apporté de l'aide parce que en lisant votre livre, en fait, c'était vous qui aviez tout organisé. Tous les jours, vous aviez réservé des chambres. Voilà, vous faisiez pas comme Antoine de Maximi, par exemple, qui est un journaliste qui va à la rencontre, lui aussi des gens, alors il ne recourt pas, mais qui dort chez les gens. Là, vous, c'était pas du tout, vous comptiez pas sur cette ressource-là. Si vous avez été accueilli aussi. Ouais, quelquefois. Donc c'était vraiment le hasard de la rencontre qui faisait votre lot du soir, quoi. C'est ça. Par contre, à un moment donné, je suis arrivé, ça s'appelait El Mirador de los Molinos. Ouais. C'était en Espagne, c'est sur en Andalousie. Et c'est carrément vraiment c'est l'oasis dans le désert. Parce qu'à un moment donné, je suis arrivé là-bas en Airbnb pour une nuit. Et après, j'ai vu le truc, j'ai dit il faut que je reste là-bas une nuit de plus parce que c'était trop beau. C'est vraiment une rivière dans des canyons et tout. Il faisait beau, c'est un peu un village en autosuffisance. Ils ne vivent pas en autosuffisance à 100%, mais ils vivent en autosuffisance, on va dire à peu près à 65-60%. Et ils cultivent, ils ont leur système de épurer pour les toilettes et tout. C'est juste magnifique, quoi. Et même quand j'étais là-bas, je faisais carrément du travail communautaire. J'aidais carrément les gens à faire du travail, débarrasser, travailler dans les potagers et tout. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Voilà. Qu'est-ce qu'on en retire aussi? Vous, ça vous a fait... Parce que cette course, elle est évidemment extrêmement exigeante en termes de préparation physique. Vous avez changé un corps de bodybuilder contre un corps de coureur. Oui, c'est ça, exactement. Donc déjà, comment est-ce que ça, on le gère? Je veux dire au niveau du mental. Mental et alimentaire, parce que j'imagine bien qu'on ne mange pas tout à fait la même chose. Bien sûr, ouais. La chose, c'est que c'est intéressant à voir quand on fait beaucoup de musculation. Ce qui se passe, c'est que l'apport calorique, donc tout ce que vous des protéines, des glucides, vous en faut beaucoup. Et quand vous arrêtez de courir, vous arrêtez de faire ce genre de sport, vous allez automatiquement, vous allez courir, le corps il va s'adapter. En fait. Et vous n'êtes pas parti avec un corps. Non, bien vous sûr. l'expliquez bien, vous avez fait un Dans le régime. livre, j'explique bien, c'est-à-dire que j'ai 10 mois. J'ai couru pendant 10 mois. C'est pour ça que j'ai Sinon, je serais allé en Antarctique. C'est ça. J'ai couru, c'est-à-dire je me suis préparé pendant 10 mois. Donc j'ai commencé à 89-90 kg et toc. Et chaque mois. Et tous les mois, vous perdiez un petit peu de poids. C'est ça, et je buvais beaucoup de jus de légumes, jus extracté. Isabelle. Tous les jus extraits des légumes. Les jus, des smoothies, même au bootcamp, ils sont très bons courants. De fraises. Mais c'était votre nourriture Non, vous ne mangez pas tout ça. Non, ça c'était juste en complément. Oui, c'est en complément. Pour apporter des minéraux, des choses comme ça. C'est ça, exactement. Parce que le corps, ça, il va quand même vous mettez un gros stress oxydatif, c'est-à-dire que courir comme ça laisse des séquelles, mais bon, ça reste quand même assez intense. Assez intense, oui, bien sûr. Et sur une aussi longue période. Donc, préparation physique alimentaire. Préparation physique, comment on se prépare? Vous avez couru, vous avez fait quelques courses. C'est ça, oui. Comment est-ce qu'on prépare ce genre de course? C'est comme en plongée. Hein. Ouais, en plongée, là, ils apprennent à faire des palettes de décompression quand ils vont plonger. Un plongeur, je ne connais pas, mais bon, c'est que la chose. C'est que vous augmentez la tolérance. La tolérance à la douleur, c'est-à-dire qu'au début, le premier mois, je courais pendant 1 heure, 1 heure et quart. Après, à la fin, des fois, on va dire à la fin du premier mois-là, j'ai fait une performance à 2h30. Après, le deuxième mois, 1h30, 1h30, tac. Après 2h30, 3h. Et après, ça commence comme ça. Après, j'ai fait des Cherbourg, j'ai déjà fait des Cherbourg à côté de Barneville. Après, j'ai fait des Cherbourg. C'est couru jusqu'à Rennes? Jusqu'à Rennes, c'est ça. Après, jusqu'au nord de l'Essai. Toujours dans la Manche, après Escabréal, après jusqu'à Rennes. Et puis après, vous étiez prêt pour aller courir jusqu'à Rabat. C'est ça. Donc en fait, c'est vraiment la préparation mentale qui est vraiment importante. Ouais, mais ce qui est assez drôle, c'est que pendant la course, il y a eu vraiment Quand je pourrais expliquer ça, de Cherbourg à Pau, ça a été j'étais encore dans l'entraînement.
De Cherbourg à Pau, donc à la moitié de la route? Non, au tiers. Au tiers. Pau, c'est... Oui. C'est côté côte atlantique, le Pyrénées-Atlantique. Et par contre, après Pau, une fois que j'ai passé la barre des 1000 km, quand j'étais rentré dans les Pyrénées vers Tarbes et Lannemezan, c'était, j'avais des douleurs, mais c'était pas comme les mêmes douleurs. Par exemple, quand j'étais à Rennes ou à Bordeaux, à un moment donné, j'ai des douleurs qui sont venues au niveau des tendons, fléchisseurs à l'intérieur. Dans les chevilles. Je rigole parce que ça piquait, ça me lançait, c'est comme si... C'était un peu de la torture, c'est comme si on prend une espèce de, pour un peu vous donnez ça, une espèce de aiguille à, voilà les trucs, comment dire, les aiguilles, les épingles à nouer, ce genre. Donc on fait comme ça autour du nerf, comme ça. C'est bien. Et pourtant vous avez continué. J'ai continué, j'ai crié mais j'ai continué. Des fois je portais témoin, il y en a qui se retournaient. Moi j'ai excusez-moi, mais faut juste que je crie. Laissez-moi tranquille. Là. Et quand vous arriviez le soir comme ça à l'étape, de quels soins on a besoin après avoir fait parce que ça c'est... Bien sûr, donc merci vraiment à une grande amie à moi, Dolores, et son coach qui est devenu mon coach. Et il m'a dit André, il n'a jamais fait ça avant, mais on ne s'est jamais rencontré, mais ce qu'il m'a dit, quoi qu'il arrive André, tu t'étires bien. Il faut t'étirer bien correctement, sinon tu tétanises avec les crampes, c'est même pas la peine, il faut bien t'hydrater pour il faut partir le lendemain. Et il faut bien te masser les pieds. Je ne l'ai pas fait tout le temps, mais bien se masser les pieds, c'est-à-dire pendant 5 minutes, bien vous masser la voûte plantaire, parce que si vous ne prenez pas soin de vos pieds, c'est... Le lendemain, on ne peut pas redémarrer. Nous, on ne pas soin de vous non plus, cette course. Donc, en termes de nourriture, dans votre livre, vous passez votre temps à aller faire des courses finalement. Tous les soirs, vous allez faire vos petites courses parce que quand même dans le sac, enfin vous courez, mais vous courez aussi pas tout seul, tout à fait. Vous avez votre petit sac à dos qui fait quand même juste 10 kilos. C'est ça en fait, il y a quoi il y a tout le matériel électronique donc pour filmer la GoPro, pour faire cette vidéo-là. Voilà, c'est là que j'ai crié. Il y a ça, il y a les crèmes pour les irritations, les choses comme ça, un rechange, l'eau. L'eau, bah oui. Il faut l'eau. Et puis des casquettes, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, vous avez une très belle casquette offerte à votre arrivée. Ouais, ça c'est pas là. Mais ça c'est la casquette qu'on m'a offert à l'arrivée, parce que j'en avais une autre qu'on m'a offert à l'Ariège quand j'étais arrivé à Foix. Et voilà. Ça, on m'a offert une casquette toute neuve. Une belle casquette du Maroc. C'est ça. Donc tous les jours, donc ce rituel d'aller chercher vos petites courses puisque vous êtes en autonomie totale. Vous dormez chez quelqu'un à chaque fois. C'est quand même en général ça se passe plutôt bien. Il y a quand même des fois où vous rencontrez quelques ça arrive, quelques regards. Ça arrive, c'est comme ça. C'est pas tout le monde qui peut être d'accord avec ce que vous faites. Même si vous expliquez à quelqu'un, voilà, ils vont rien comprendre, ça passe là. Après, ça énerve, mais qu'est-ce que c'est pas grave. Mais c'est les gens après, à la fin, ils sont pas forcés de faire quoi que ce soit, ils font ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. J'essaie de leur parler la chose, mais des fois, j'ai vu qu'il n'y avait pas l'accrochage. Donc on laisse. Ça aussi, c'est dans la préparation mentale, le rapport aux autres, parce qu'effectivement, le monde n'est pas rempli de gens toujours gentils et souriants et prêts à. Exactement. Et prêts à accueillir. Donc ça, c'est aussi dans la préparation mentale, savoir qu'on peut se prendre des réflexions, des injures, des petits choses. Trucs, c'est ça. C'est clair que c'est dans la préparation mentale parce que si vous laissez ces choses-là vous atteindre, ça a le pouvoir de vous déstabiliser, mais littéralement. Même vous sentez de l'énergie négative, ça fait comme une boule au niveau du ventre. Moi, j'arrivais à détecter des trucs comme ça. D'autant qu'on est dans un moment un peu entre... voilà, c'est ça. On n'est pas tout à fait dans son état normal. Non. Vous avez eu de l'aide de la part, je sais pas, d'associations, vous disiez, parfois vous étiez accueillis, tout ça, mais pour courir, parce que comment est-ce que vous l'avez financé cette course? Je vous explique, donc on a eu 3 sponsors, donc merci à eux, qui est Isola Ouest 35 Isola Ouest 35, et aménagement intérieur, on a eu Biomonde, juste à Cherbourg, un magasin bio,
Il y a aussi l'association Mike Cotentin de Port-Salim qui a fait une soirée. Donc, voilà, donc on a Vous avez récupéré un peu d'argent. Je veux dire, on a 1500 € à peu près. Après, bah justement, il y avait l'argent que j'ai dû travailler un peu avant. Donc vos économies personnelles qui ont passé. Donc il y a eu ça. Et écoutez, après, merci vraiment à tous ceux qui nous ont accueillis parce qu'on a quand même, avant de partir de Cherbourg, en France, c'est quand même beau parce qu'on a vu quand même 20 sur 42 étapes, 42 étapes à peu près. Il y a eu la moitié d'étapes avant que je parte qui ont dit ok, on va t'accueillir. D'accord, et on vous accueille gratuitement. Ouais, les courses, machin. D'accord. Magnifique. Ah bah oui, ça j'imagine. Et ça, du coup, on le retrouve dans... Enfin, les rencontres, on les retrouve évidemment sur votre petit film, mais aussi dans votre livre. Vous en parlez vraiment énormément. Est-ce que maintenant que votre course, elle est terminée, que vous êtes vraiment dans... Qui vous a dit que c'est terminé? La course, elle est finie. Au moins celle-là. Oui, celle-là. Parce qu'il y en a sûrement d'autres qui vont bientôt, qui commencent à vous trotter dans la tête aussi. Mais j'ai perdu du coup mon fil. Ça va. Mais donc vous avez eu de l'aide, mais maintenant que vous êtes avec votre livre à le faire partager, la semaine dernière vous étiez à La Roche-sur-Yon. Est-ce que cette course, cette préparation mentale, c'est quelque chose dont vous allez vous servir pour le côté professionnel, oui, pour tout. C'est la persévérance. C'est moi, la chance, je n'y crois pas. Pour moi, la chance, ça n'existe pas. La chance, ça n'existe pas. Il faut juste la provoquer. On la crée, voilà, on la crée. On la crée. Donc, la persévérance avec une vision. Parce que personne ne fera les choses à votre place. Hein. Ça, c'est vous-même. Hein. Le fait d'avoir fait ça, il me disait, ouais, mais la lecture, ouais, mais je sais pas si ça va pas marcher, machin. Je fais, toi, reste, les ondes bizarres, là, reste loin de moi, là. Et là, justement, non, parce qu'il faut dire les choses, hein, voilà. Et là, j'ai commencé à imprimer des livres et je commence, justement, tout simplement, j'ai planifié comme La Roche-sur-Yon, il y a ici à Cherbourg. Il va encore avoir des endroits comme Nantes, la semaine prochaine, après Paris, Toulouse, Chambéry, Tours, La Roche-sur-Yon. Vous avez raison, la course n'est pas finie. Ouais, donc c'est... Non, là, c'est... C'est juste le début. Il y a même Monaco et tout, donc... Vous allez aller signer un peu partout. On parlait tout de suite, vous disiez, la course n'est pas finie, effectivement, puisque vous allez continuer de la faire rencontrer. C'est promotion, là, il faut que toute la France, moi déjà, tous les pays, la France et peut-être les pays francophones comme la Belgique, la Suisse romande, le Luxembourg, et voilà, tout le monde écoute, même au Québec. Hein, parce que vous avez encore des attaches, des gens qui connaissaient là-bas. J'ai même traduit le livre en anglais, donc j'ai un ami à moi qui a rejoint TC Workart aux États-Unis. Il est le directeur là-bas et il est en train de traduire le livre en anglais. D'accord. Donc c'est pour dire que voilà, il faut que... Vous allez avoir un pied... Donc là, il y a une promotion, on va dire, marketing agressive en américain, c'est comme ça, enfin en anglais. Parce que les Américains, ils sont très... moi, c'est un peu le mindset que j'ai. Moi, je suis quelqu'un, j'arrêterai jamais. Vous êtes programmé. C'est ça. Donc jusqu'à... Je ne vais pas m'arrêter, on ne s'arrêtera jamais, c'est pas possible. On va persévérer, tout le monde sera au courant. Et donc, cette course, vous allez commencer, enfin, voilà, vous êtes en train d'en faire la promotion de votre livre. Et vous avez déjà d'autres projets, alors? Bien sûr. Mais pour l'instant, on n'en discute pas trop. Il y a un projet, même d'ailleurs, qui a commencé à la fin de cette année. D'accord. Mais ça, c'est encore un peu top secret. Voilà, on n'en parle à personne, pas sur la diffusion, sur notre site ou sur les réseaux sociaux. Donc là, jusqu'à ce que ça soit plus concret. C'est concret déjà. C'est concret déjà. Là, c'est voilà. Donc vous commencez à vous préparer. Hier, un premier jour de course avec Franck. C'est qui a eu mal alors? C'est drôle, mais on parlait que après ça faisait à peu près 1 mois et demi, après ça revient avec le temps, mais ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas couru et après 17-18 km, je commençais à avoir des crampes partout. C'est pour dire que voilà, il n'y a rien qui est acquis, vous voyez. Ah non. Ouais, vous avez fait 3000 bornes, mais finalement au bout d'un mois. Après, c'est clair que ça va revenir, parce que c'est la mémoire musculaire, c'est dans votre cerveau, dans le corps. C'est le temps de se remettre dans le jus. Et donc, vous avez recommencé à courir. Est-ce que
ça fait plus mal? Non, ça fait... Non, ça vous a pas manqué, du coup, de ne pas courir? Si, un peu. C'est pour ça que hier, j'aurais peut-être dû courir moins, mais j'avais carrément envie de courir. J'avais carrément envie de... Je me suis dit, allez Franck, on y va, et puis... on est Franck, il a mis les baskets. Voilà. Parce que c'est un très bon coureur aussi. On est allé jusqu'à Auchan. Donc on a fait toutes les Rochetières jusqu'à Auchan. On est revenu. D'accord. Depuis Équerdreville? Oui, depuis Équerdreville. Ça fait, en tout, ça fait presque 19 km. D'accord. Oui, pour une première sortie, c'est bien. Il faut pas moins, sinon on s'ennuie. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui auraient des questions à poser à André sur sa préparation ou sur sa course Est-ce que vous avez eu des... Moi, il y en a une encore que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport aux personnes... Enfin, quel retour vous aviez des personnes que vous rencontriez? Souvent, vous disiez, dans votre livre, vous expliquez, il me regarde avec des grands yeux en se disant, mais il était juste un peu dingue. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des retours des gens qui me disaient que c'est bien, t'as pas lâché. Il y a même des gens, quand je suis allé à Roche-sur-Yon, qui étaient contents. D'accord. Qui vous retrouvaient, qui vous avaient déjà vu lors de la course? Il y a même un monsieur, un Français qui venait d'Île, qui a son bateau, il a dû partir sur la Costa del Sol, enfin là, je suis dans Nausée, à côté d'Almeria. Et même, toujours, il partage toujours des posts sur les réseaux sociaux et tout. On parle de temps en temps, voilà. Donc vous avez fait des belles rencontres. Est-ce que vous en avez gardé quelques contacts? Oui, bien sûr. Oui, avec des gens à Carta San Pedro del Pinetal. Ah oui. C'est une étape au nord de Cartagena. Ça s'est bien passé à cet endroit. Ouais, Cartagena, c'est conquistador. Enfin bon, ça a été un point très... c'est des choses qui arrivent. C'est bien de jolies rencontres. Voilà, il y a eu ça, et puis il y a eu plein... Bon, au Maroc, il y a eu des belles rencontres. Il y a eu des belles rencontres partout, et puis on reste encore en contact avec des gens. Et les gens au Maroc, ça les a étonnés? Quand même, moi, ça les a étonnés. De voir arriver un garçon qui court depuis si loin, depuis Cherbourg, depuis la France. Oui, ils étaient un peu... ils étaient étonnés, quoi, tout simplement. Oui, juste étonnés, d'accord. Est-ce que parmi vous, il y aurait des questions? Si vous en avez sur les sujets. Non. Merci André. Merci beaucoup. Merci. Puis vous pouvez découvrir évidemment le périple, l'aventure d'André au travers de son livre. Il en a été tiré une centaine d'exemplaires et là, je suis la seconde. Et la deuxième impression est en train de tourner. Bon. On y va. Eh ben, longue vie à votre livre. Vous êtes où la semaine prochaine? À Nantes. À Nantes. La semaine d'après? C'est encore en confirmation, mais peut-être que je serai à Pau. D'accord. Il y a Foix, après il y a Montpellier. Bon, bah alors, bonne course. Merci. Merci beaucoup.